Aujourd'hui, nous recevons Yann Balestra. Un artiste pluriel qui évolue entre le physique et le digital. Il nous parlera de Lionel, son personnage phare. Et de ses inspirations. Le gaming, la technologie 3D et les sports de glisse. A tout de suite pour découvrir cet univers vibrant et animé. Mais par exemple, aujourd'hui, l'univers du gaming, soit c'est du toys, un peu comme des hard toys, soit à la limite, c'est plutôt du digital. Est-ce que vous pensez que le gaming il va pouvoir aussi arriver en physique et un peu plus dans le dur, en peinture par exemple? Alors ça, c'est une bonne question. Peut-être à travers les jeux grandeur nature ou ce genre de choses. C'est pas un milieu que je côtoie spécialement. Par contre, par rapport à la peinture, c'est clair que mon retour à la peinture et ma continuité dans la peinture, ça a toujours été une question dans ma vie. Est-ce qu'on fait du digital? Est-ce qu'on fait du physique? Parce que avant les NFT, le digital ne valait pas grand-chose, à part pour du travail corporate qu'on vendait à des entreprises. Avec l'arrivée du NFT, j'ai vu quelque chose par rapport à le vrai art digital. Et ensuite, moi, j'aime beaucoup la peinture pour sortir un petit peu de l'écran, pour sentir, pour voir les couleurs de manière réelle. C'est intéressant parce que du coup, vous l'avez déjà dit, vous vous intéressez en particulier à la technologie blockchain dans le cadre de vos œuvres. Vous êtes aussi quelqu'un qui fait de la peinture, donc vous avez quand même gardé un pied ferme dans ce qui est physique et non en fait, ce qu'on pourrait dire appeler de l'art traditionnel. Pour vous, qu'est-ce que vous avez vu dans cette technologie blockchain que vous avez trouvé intéressant et que vous avez su aussi incorporer dans vos œuvres en général, en fait, parce que le personnage de Lionel est décliné sous plusieurs... Alors, pour le moment, les œuvres que j'ai sur Foundation, c'est vraiment les fondations de Lionel. C'est des animations image par image, très old school. Je trouvais drôle de jouer avec le nom Foundation pour mettre en place les fondations de mon personnage. J'aime aussi énormément les mises en abîme, révéler des choses beaucoup plus tard. Ouais. Donc mon travail, il se fait... Pourquoi la blockchain? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette technologie? Je trouvais génial le concept de droit d'auteur, le côté impartial de la blockchain aussi, étant suisse. Je trouvais vraiment... Les valeurs communes, un saut de valeurs communes. Exactement. Les DAO par rapport à la démocratie, enfin, ça sonnait comme quelque chose que... Des cultures qui se croisaient. Exactement. Est-ce que l'arrivée, pareil, de pouvoir vendre son œuvre, mais unique, donc le principe du NFT, est-ce que ça vous a permis aussi de vous décrocher un peu de cette image d'artisan corporate? Parce que c'est toujours la problématique. En général, les artistes du digital, on les a d'abord vus comme des directeurs de création, des directeurs artistiques. Et aujourd'hui, de pouvoir avoir seulement le titre d'artiste. Ça vous aide ou on continue quand même parfois de voir la double casquette chez vous? Je pense que c'est important d'avoir la double casquette. Être un designer industriel ou un directeur artistique ou un directeur de création, c'est quelque chose de très bien et de génial. À titre personnel, moi j'avais vraiment envie de m'exprimer, sortir un petit peu du rôle d'homme de l'ombre à l'arrière des coulisses et pouvoir vraiment me mandater moi-même, mandater mes compétences pour travailler sur mon propre projet. Donc c'est un peu une liberté. Amené à ce moment-là, par rapport à l'arrivée des NFT et la démocratisation de l'accès à l'art digital, c'est ça? Ouais. On parle d'art digital, c'est finalement une définition qui était, ou un phénomène en tout cas qui est assez jeune. Est-ce que vous, du coup, vous considérez, j'imagine, comme un artiste? Vous êtes un artiste, en tout cas, à nos yeux. Quelle est pour vous la définition de cet art digital? Comment est-ce que vous le percevez? Est-ce que finalement, de mettre une pièce dans une virtual machine et puis d'avoir une image générée automatiquement, est-ce que, en fait, c'est quoi pour vous l'art digital en tant que tel? Pour moi, l'art digital, c'est comme l'art traditionnel. C'est juste, on utilise un autre média et un autre médium. On a les outils, finalement, digital, donc voilà. C'est une suite logique ou c'est quelque chose, finalement... Je pense clairement que c'est une suite logique. Après, l'un ne vaut pas mieux que l'autre. On n'a pas besoin de les opposer? On n'a clairement pas besoin de les opposer. Je trouve même génial de les fusionner. Quand on fait, moi, je suis fasciné par ce qui est phygital, ce nouveau terme. J'ai très envie de mettre des peintures et d'amener des choses comme de la réalité augmentée. C'est des choses que je trouve géniales, sans perdre l'art, sans détourner l'attention première qui est simplement l'art.
Pour éviter, si je comprends bien, que ce soit un goodies, en fait. C'est-à-dire qu'on continue à rester, nous, spectateurs et collectionneurs, acheteurs, enfin tout ça, attirés par l'œuvre et pas seulement le goodies et l'outil qui est derrière. Complètement. Et quelque chose que je trouve important, c'est le fait que le public s'approprie une œuvre. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de ne pas trop non plus tout raconter, tout décrire. Parce que quand on contemple une œuvre, on se l'approprie, elle véhicule ses propres émotions. Et c'est une expérience subjective, finalement. Exactement. Et c'est là où je pense que la technologie ne doit pas déteindre sur le but premier qui est recherché par l'artiste. Et vous avez parlé donc du coup de Phygital. Donc finalement, en fait, concrètement, c'est quoi le Phygital dans ce que vous faites? Alors, dans ce que je fais, le Phygital, c'est par exemple, j'ai mes pulls, mes habits, qu'on peut retrouver dans la métaverse aussi, 2 versions, qu'on peut les porter comme un skin de jeu vidéo et les avoir dans la vie réelle. Ou un tableau sur lequel on peut ajouter une expérience. Par exemple, un tableau, ça peut être une image d'une animation et l'animation complète, ça peut être un NFT, par exemple. Et on se rend compte qu'en fait, cet NFT devient une sorte de titre de propriété imagé, mais qui permet aussi une sorte d'interopérabilité entre moi dans un jeu, moi dans un univers A, moi dans un univers B. C'est une dimension qui vous intéresse, vous? Et moi dans le physique aussi, et dans la vraie vie, quoi, si je comprends bien. Ouais, moi je trouve ça assez génial en fait de pouvoir créer une expo dans la vie réelle et de pouvoir créer une expo dans un monde virtuel. Je trouve ça assez cool. C'est pas forcément le même public, mais justement, en fait, c'est très bien. Mais par exemple, le pont que vous faites avec le physique, est-ce que c'est une manière aussi d'amener une partie de votre clientèle à aussi découvrir Lionel, mais en digital? Mon rapport avec le physique, je pense que c'est aussi plus une réponse à l'IA. Être peintre. Peut pas. Elle peut pas être peintre. Pas encore, enfin, à première vue. J'aime beaucoup l'IA, je trouve que c'est un outil exceptionnel pour le futur. Mais par rapport aux artistes... Ça vous questionne Clairement. Dans les types de pinceaux que vous avez, il y en a un, c'est la blockchain. Mais vous êtes aussi en fait un artiste qui génère en fait des fichiers 3D, qui crée en fait des animations. En quoi ça consiste, par exemple, une animation? C'est quoi le process? Ça a l'air tellement simple quand on voit une petite animation finalement de quelques secondes. Est-ce que vous pouvez nous parler du travail de fond que vous devez faire par rapport à ça? Clairement. Alors, en vulgarisant au maximum, je vais essayer de vulgariser un max. On a un programme pour faire le personnage et l'animer. Après, quand je fais des habits, j'ai un autre programme qui est exactement comme un atelier de couture, mais une usine de couture, on pourra dire, parce qu'on a accès à tous les boutons, toutes les fermetures éclairs, toutes les limites. Donc là, on fait de la couture. Après, on fait de la simulation, donc le fait de simuler des matériaux. Une grande granularité, finalement, aussi. On peut vraiment pousser le concept très loin, et c'est ce que vous faites. Exactement. Concrètement, pour un utilisateur aussi, alors on a eu la chance de pouvoir voir ça avec certains de vos tableaux. En fait, on a un appareil photo dans les mains, et en fait, on arrive avec cet appareil photo, et tout d'un coup, le visage de Lionel, dans ce cas-là, par exemple, peut sortir. Ça, c'est très compliqué à faire techniquement, ou qu'est-ce qu'il y a en fait comme... c'est quoi l'effort déjà, peut-être, et est-ce que c'est compliqué à faire? C'est pas spécialement compliqué. Après, pour le faire, j'utilise les plateformes de réseaux sociaux. Je sais pas si on peut les citer. Oui, bien sûr. Facebook, Instagram, donc Meta avec leur programme Meta Spark Studio. Et après, en fin de compte, ils détectent l'image, et comme ça, comme un QR code. Et du coup, c'est vraiment du phygital, parce qu'on a une œuvre traditionnelle qui prend vie, en fait, avec le téléphone de tout un chacun. Alors, en tout cas, moi, j'avais été très, très convaincu par cette expérience quand on l'avait vécue. Question finale, question complémentaire. Est-ce que vous préférez un pinceau physique ou un pinceau virtuel? Un pinceau physique. Pinceau physique. Clairement. Yann Balestra, merci. Merci.